Très très bien, on a même rattrapé le retard, on est dans le bon timing. Je vais appeler donc nos intervenants, monsieur le député Petit. Merci à vous, monsieur le député, d'être avec nous pour ce débat. Hervé Moritz, le président du Mouvement européen France. Euh, Catherine Greber, du comité transfrontalier. Et Jonathan Spindler, de Génération Europe. Et je termine avec Pascal Thibault qui a accepté de modérer cette table ronde qui aura lieu en langue française en remplacement de Michael Evigold que nous avions convié et qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres. Merci beaucoup à tous les 5 d'être présents. Nous avons un débat qui peut nous amener jusqu'à... on a prévu 1h30 pour cette table ronde sur un peu... Et le franco-allemand demain. Voilà, on a beaucoup parlé du franco-allemand aujourd'hui sur les mobilités. On voit que l'actualité est un peu riche. Pascal, je te passe ta parole. Merci Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir animer cette discussion. Pascal Thibault, donc je suis le correspondant de Radio France Internationale à Berlin. On a un sujet que Jean-Michel vient de mentionner qui est très vaste. Donc on va essayer en 1h30 d'évoquer un maximum de sujets. Je l'espère. Je vous présente un petit peu plus en détail mes invités. Ladies first, Catherine Greber, pour vous sur la gauche. Elle est secrétaire générale allemande du CCT. Ça pourrait être une question pour le quiz franco-allemand. Derrière cette abréviation se dissimule le comité de coopération transfrontalière. Et elle va nous dire dans un instant de quoi il retourne. Elle occupe cette fonction depuis un peu plus de 3 ans maintenant, c'est ça. À mes côtés, Frédéric Petit, qui est député à l'Assemblée nationale pour un 2e mandat, donc depuis 2017, député des Français de l'étranger. Les Français parmi nous qui vivent en Allemagne savent que nous disposons dorénavant, enfin, depuis 2012 déjà, de députés des Français de l'étranger. Frédéric Petit est donc le député de la 7e circonscription des Français de l'étranger qui occupe une bonne partie de l'Europe, dont l'Allemagne. Voilà. Et vous êtes membre de la majorité présidentielle. Pour ceux qui ne le savaient pas, à ma gauche, Hervé Moritz, vous êtes le président du mouvement européen en France. Donc on pourra aussi voir avec vous ce que les leviers du franco-allemand, pour reprendre le titre officiel de la discussion, peuvent faire pour l'Europe, surtout que les élections européennes approchent à grands pas. Et puis, last but not least, notre Benjamin, je pense, sur le plateau, Jonathan Spindler. Donc, vous êtes, ça a déjà été mentionné, membre de Génération Europe. Dans un instant, on va en savoir un petit peu plus sur ce groupe de jeunes franco-allemands. Vous êtes par ailleurs référent du Fonds citoyen franco-allemand. Vous êtes installé à Mayence, où vous êtes dans, j'allais dire, la vraie vie, entre guillemets, directeur général des partenariats qu'entretient la région, la Rhénanie-Palatinat, avec 2 autres régions, 3 autres régions. La Bourgogne-Franche-Comté, ma patrie, en République tchèque, et puis, petit, voilà, Cocorico, et puis en Pologne. Voilà. Alors, je reprends un petit peu l'ordre des présentations pour une première question à Catherine Greber, qui va nous révéler ce qui se dissimule derrière cet acronyme, le comité de coopération transfrontalière, qui est un des derniers bébés du franco-allemand. Alors, à quand remonte-t-il et à quoi sert-il ? Voilà, merci pour cet accueil chaleureux. Je vais donc
essayer de présenter en quelques phrases ce qu'on fait dans le comité de coopération transfrontalière, qui est en effet un des enfants du traité d'Aix-la-Chapelle. Plus précisément, c'est l'article 14, parce que vous le savez bien, le traité d'Aix-la-Chapelle est le premier traité bilatéral à mentionner le transfrontalier dans ce qui est la relation franco-allemande. Et donc, dans cet article 14, est précisé qu'on souhaite établir un comité qui gère le transfrontalier, qui est censé lever certains obstacles qui persistent dans le transfrontalier, mais qui, au-delà de cette optique plutôt curative, vise aussi, dans un aspect plus préventif, d'éviter à l'avenir que ces problèmes surgissent. Voilà, ça peut peut-être résumer en quelques mots la mission qu'on a avec le CCT. Et c'est une création encore jeune. On a eu notre réunion constitutive en janvier 2020. Après, tout a été fait pour mettre un secrétariat dont moi, je suis la secrétaire générale allemande en place, et ça fait, comme Pascal a dit à juste titre, là, 3 ans qu'on s'en occupe. Bien évidemment, vous pouvez imaginer qu'on était freiné et aidé par la pandémie. C'est un peu paradoxe, mais c'était vraiment les deux. Parce qu'en fait, il fallait se réorganiser. On a au début surtout fonctionné par des réunions virtuelles. Et puis après, il a fallu trouver notre rythme de travail. Mais je crois que là, on arrive au bout de 3 ans vraiment à un stade où on peut vraiment concrètement travailler et exercer au mieux nos missions. Alors on va revenir après un petit peu dans le détail sur ce que vous avez fait depuis 3 ans, pardon, sur peut-être les lacunes et puis un peu sur le rôle peut-être pilote pour l'Europe de ce comité. Frédéric Petit, je vous donne maintenant la parole. Vous êtes, je le disais à l'instant, député des Français de l'étranger et on a ici pas mal aussi de personnes dans la salle qui font partie de votre circonscription, pour les Français parmi nous qui sont installés en Allemagne et électeurs. D'abord, pour une première question peut-être en lien avec l'actualité, à savoir le Congrès. Dans quelle mesure un tel Congrès, avec l'ensemble de la société, enfin l'ensemble, en tout cas une bonne partie de la société civile franco-allemande, représentée ici indirectement, dans quelle mesure est-ce que c'est important, voire essentiel pour votre activité de député, pour faire remonter aussi vers le haut, vers l'Assemblée nationale et au-delà, ce qui, entre guillemets, agite nos concitoyens installés à l'étranger? Oui, merci de cette invitation. Je vais commencer par 2 messages personnels. D'abord, je félicite Radio France Berlin d'avoir obtenu, et je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils étaient menacés, et nous avons prouvé que Radio France Berlin faisait du journalisme indépendant. Nous avions tous peur depuis 2 ans, et c'était important, et c'est aussi important dans mon travail actuel, puisque c'était une question qui était posée à l'administration française, en fait. Voilà. Et puis, deuxième petit message personnel, je rappelle qu'à Landau, il y a 40 ans, on jouait au rugby. Peut-être qu'on y joue toujours, et que je suis ravi de revenir à Landau l'an prochain. Et s'il y a encore du rugby, eh ben, j'irai voir le stade où j'ai joué quand j'étais tout gamin, puisque Landau était accueilli, le rugby club de Landau était accueilli dans le comité d'Alsace-Moselle où je jouais. J'ai été invité, alors évidemment ma présence ici est naturelle. Je suis, comme je le dis souvent, je suis pour une participation des sociétés civiles dans l'ensemble des sujets. Je crois que le rôle d'un député, c'est aussi de faire ce lien. Le thème ici, c'est l'enseignement de la langue du partenaire, donc je vais aussi, c'est comme ça que je me suis préparé, c'est de ça que j'aimerais beaucoup parler, mais évidemment, je crois que c'est quelque chose que je dis souvent et pas uniquement ici, je n'avais pas prévu de le dire ce matin, mais puisqu'on me pose la question, je crois je vais être un peu rabat-joie ce matin. Je pense qu'on on va pas vers des temps faciles. Hein. On va pas vers des temps faciles, et que le jumelage, c'est plus que la fête. Ça va être aussi des organisations de résistance et d'efforts dans les années qui viennent. Je dis ça surtout pour les jeunes. J'ai entendu tout à l'heure, on a parlé de peur. On a parlé de peur à 20 ans, 25 ans. Il faut écouter ce qu'on nous a dit à Landau, qu'il faut sortir de ces peurs, c'est important.
Je crois qu'on va au XXIe siècle, les politiques publiques ne seront plus jamais le monopole des administrations et des États. Les politiques publiques marcheront si elles sont portées par des sociétés. Bien évidemment, les États garderont leur rôle, qui sera un rôle d'animation, qui sera un rôle d'encadrement, qui sera un rôle d'équilibre, mais on ne sauvera pas la planète parce qu'on aura un ministère qui aura des sous. On sauvera la planète parce qu'on s'y mettra tous. Évidemment, ce ministère, il doit avoir des moyens, mais si nous n'y sommes pas, ça ne marchera pas. Et c'est pareil dans le franco-allemand. J'y reviendrai tout à l'heure quand on abordera le thème plus précisément du multilinguisme et du franco-allemand. Mais je suis persuadé que c'est ça le rôle du député, mais aussi de l'élu local et des gens qui sont élus directement par les citoyens. Donc voilà, je suis chez moi ici. Merci. Jonathan Spindler, je voulais d'abord, avant d'évoquer un peu plus tard Génération Europe, puisqu'on a parlé du comité de coopération transfrontalière, puisque vous êtes aussi actif à travers ces partenariats, dans quelle mesure, puisqu'on veut aussi parler aujourd'hui des leviers franco-allemands pour l'Europe, quelle est l'importance de ces partenariats, et au-delà des partenariats dont vont vous occupez, vous, au niveau de la Rhénanie-Palatinat, dans quelle mesure cette Europe des régions est un acteur important ou insuffisant encore pour être un levier pour l'Europe, pour être une Europe peut-être plus proche des citoyennes que les États nationaux? Oui, déjà merci à la FAFA pour cette invitation, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Effectivement, on avait déjà la thématique hier dans une table ronde très intéressante sur le rôle des partenaires régionaux et des territoires en général dans l'avenir du franco-allemand. Je vais prêcher bien sûr pour ma paroisse, la Rhénanie-Palatinat, Bourgogne-Franche-Comté, 61 ans de coopération. Bien sûr, c'est porté par des communes, c'est porté par des associations, mais il y a aussi une vraie volonté politique depuis des années de coordination au niveau régional. Et c'est une coordination qui est vraiment très proche des gens, des territoires, et c'est ce qui est peut-être important, et c'est ce qui marche à mon avis. On a aujourd'hui 150 jumelages de villes, de communes, entre la Rhénanie-Palatinat et la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont actifs. Et quand je dis actifs, c'est pas seulement parce que la région ou le land investissent de l'argent dans les rencontres de jeunes, dans les rencontres citoyennes, mais aussi parce qu'ils font ce qu'on appelle en allemand ce impulse, ils amènent des idées, et c'est toujours la question, oui, les comités de jumelage, comment ça continue? Vous l'avez dit, Monsieur Petit, des énormes défis, et on va tous être, comme vous l'avez dit, des résistants de demain avec ces comités de jumelage, mais la question, c'est aussi comment on peut s'approprier les défis actuels. Je le dis souvent à nos membres en Rhénanie-Palatinat, on ne va pas pouvoir rester dans notre cercle à se plaindre et à se dire les jeunes sont plus intéressés, ils passent leur temps sur leurs écrans. Je crois qu'on peut se qualifier encore de jeunes. On essaye, mais il faut aussi comprendre voilà, quels sont les défis actuels, en quoi le franco-allemand, ça peut m'apporter quelque chose, mais pas dans un sens égoïste, mais plutôt comment ensemble on peut construire plus. C'est ce qu'on essaie de faire avec Génération Europe aussi, de justement alerter sur les thématiques et les défis actuels qui peuvent être intéressants pour les jeunes, mais surtout pour toutes les générations, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on aille faire ce sorte de choc des générations où on dit ça c'est les thématiques des jeunes, ça c'est les thématiques des plus âgés, des plus expérimentés. Il faut qu'on trouve ensemble, parce qu'effectivement, comme a dit Monsieur Petit, les solutions doivent être trouvées ensemble. Et là, ce lien avec les territoires est extrêmement important. Peut-être encore un exemple, celle du transport. On avait aussi des tables rondes sur la mobilité. Si on veut demain en France peut-être avoir une sorte de 49 € ticket comme on a en Allemagne, ça passe par les régions. Le transport régional, les transports en France entre les régions, c'est une compétence régionale. Et là, il va falloir travailler avec les régions et répondre aussi aux besoins territoriaux. Et voilà, je pense que Hervé aussi, mon avis, cette Europe des régions a vraiment un avenir, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut emmener tout le monde avec nous. Et pas rester dans des cercles peut-être trop technocratiques et trop élitistes. D'ailleurs, voilà, on va rebondir immédiatement avec Hervé Moritz. Voilà. On parle évidemment, on a beaucoup parlé ces 2 derniers jours ici du franco-allemand, de tout ce qui s'y passe, de tout ce qui pourrait s'y passer, de tout ce qui pourrait s'y passer de mieux. Mais tout ça, c'est pas pour rester entre soi, c'est évidemment pour faire l'Europe, pour faire un petit peu grandiloquent, ou en tout cas pour rassembler, séduire des citoyens qui ont envie de s'investir pour un projet plus large. Dans quelle mesure est-ce que les quelques leviers qu'on a évoqués et d'autres entre la France et l'Allemagne restent quelque chose qui reste
un modèle pour l'Europe, et quel avis vous portez sur tout ça? Vous n'avez peut-être pas assisté à tout le congrès, et sur un peu cette importance du franco-allemand. Est-ce qu'il reste pour vous toujours vital? Là, je ne parle pas forcément des stratosphères politiques, mais de la société civile ici présente. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier aussi les organisateurs de m'avoir proposé d'être avec vous ce matin. Je vous rejoins ce matin, j'étais à Bruxelles encore hier pour d'autres réunions associatives parce que vous l'avez dit, il y a les élections européennes qui se profilent l'année prochaine et la société civile européenne doit se préparer aussi à animer le débat public sur l'Europe et à sensibiliser nos concitoyens à participer à ce vote. Alors ce matin, en effet, peut-être vous présenter juste en quelques mots le mouvement européen et puis répondre à votre question. Le mouvement européen, c'est une association qui existe dans 39 pays en Europe, y compris en France et en Allemagne. Et en France, c'est une association qui réunit une trentaine d'organisations membres, organisations de la société civile qui sont engagées pour l'Europe et qui réunit aussi des adhérents, un peu plus de 2000 adhérents un peu partout en France, dans une cinquantaine de départements, donc avec une forte implantation locale. Et ces militants de l'Europe, ces associations qui s'engagent pour l'Europe, souvent elles ont beaucoup de liens, y compris en France avec leurs partenaires allemands. On a la chance de pouvoir travailler assez régulièrement avec le mouvement européen en Allemagne. C'est un exemple aussi de ces dynamiques de la société civile qui se profilent. Et comme je le disais en introduction sur la question des élections européennes, c'est un moment tout à fait propice aussi où on réfléchit à comment on peut peut-être organiser des actions communes, travailler ensemble, partager des ressources, partager des bonnes pratiques aussi, peut-être pour embarquer tout un tas d'associations, d'acteurs de la société civile dans cette campagne pour promouvoir et inciter nos concitoyens à aller voter. Et c'est dans ce cadre-là que l'on travaille, que l'on entretient ces relations franco-allemandes. Alors pour nous, au mouvement européen, c'est particulièrement important que bien sûr, ces liens particuliers qui existent entre la France et l'Allemagne puissent perdurer et trouver aussi une déclinaison concrète, comme je le dis, à travers des actions, à travers des projets, qui peuvent être des projets éducatifs, qui peuvent être des projets culturels aussi. Et c'est comme ça que s'entretiennent aussi les relations entre ces citoyens, ces organisations de la société civile. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bien sûr organiser des événements de manière assez simple. La frontière s'efface peu à peu. Il y a encore du travail, mais elle s'efface. Et il y a aussi tout un tas de dispositifs qui permettent de soutenir ces actions, à la fois soit dans l'action franco-allemande, ou alors comme on aime bien aussi le faire au mouvement européen, élargir ce couple, si je peux dire, pour aussi travailler avec d'autres partenaires européens et échanger avec eux sur l'avenir de cette relation franco-allemande, mais qui est une relation qui doit bénéficier aussi à la construction européenne. Et là vient peut-être aussi... peut-être élargir vos réflexions de ce week-end, c'est-à-dire comment cette relation franco-allemande, aujourd'hui sur le plan bien sûr de la société civile, peut-être sur le plan politique, on y viendra peut-être dans la table ronde, mais comment cette relation franco-allemande, elle retrouve aussi du sens dans la construction de l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, elle fait face à de nombreux défis. On a des défis géopolitiques, des défis un peu plus tard, environnementaux. Et je pense que cette relation franco-allemande, elle peut retrouver du sens si elle se remet aussi en marche comme un moteur véritable de la construction européenne, pas comme un couple qui se pense comme exclusif. Tout à fait. On reviendra, et je reviendrai sur la situation actuellement des relations bilatérales franco-allemandes, plus cette fois-ci au niveau politique. Je voulais rester sur la société civile parce qu'elle est quand même au cœur de ce congrès. On a parlé, on a disséqué, entre guillemets, depuis 48 heures, les différents aspects qui agitent beaucoup d'entre nous.
voilà, et notamment la thématique des langues, brièvement évoquée par Frédéric Petit, a été aussi au cœur des débats. Et puis, mais cette société civile, elle a parfois l'impression qu'on ne l'écoute pas, ou que peut-être des grands discours grandiloquents, comme ceux qu'on a pu entendre à la Sorbonne au mois de janvier, ne sont pas forcément suivis d'effet. Ou qu'on a des décisions qui sont un petit peu comme, peut-être, qui peuvent être perçues un peu comme une gifle. Et là, j'arrive évidemment au sujet du moment qui a passablement occupé les associations organisatrices du congrès, à savoir la fermeture annoncée des instituts Goethe, ou de trois sites des instituts Goethe en France. Et Frédéric Petit, puisque vous avez publié un communiqué, pas plus tard qu'avant-hier, sur ce sujet-là, vous n'allez pas échapper à une question sur la responsabilité des politiques, même si ce sont évidemment plutôt les Allemands qui, en l'occurrence, sont interpellés. Dans votre communiqué, vous évoquez votre préoccupation, vous regrettez une décision unilatérale et vous évoquez des solutions innovantes. On a un petit peu le sentiment que vous avez déjà rendu les armes face à la décision annoncée des partenaires allemands. Oui. Je n'avais pas non plus prévu de parler de ça, mais on va en parler. Je ne vais pas me défiler. On est là pour parler de tout. Oui, d'accord. Non, mais d'abord, ça n'a échappé à personne que je ne suis pas député au Bundestag. Donc, ce n'est pas à moi de dire ce que fait l'Auswärtiges Amt ou ne fait pas. Par contre, ce que j'ai essayé d'indiquer dans ce communiqué, c'est pas que je rends les armes. Ceux qui me connaissent savent que c'est rare. J'essaye simplement de voir de quoi il s'agit exactement. Je ne suis pas persuadé, et c'est exactement, je ne savais pas que vous alliez me poser la question, mais je l'ai introduit dans mon premier propos, je ne crois pas que la conscience franco-allemande, et je vais dire un mot sur ce que j'entends par le partage de la culture et de la langue de l'autre, je ne crois pas que c'est proportionnel au nombre de fonctionnaires d'un côté à Berlin ou de l'autre côté à Paris qui s'en occupent. Je ne le crois pas et je ne le croirai jamais. Donc, effectivement, il y a une décision qui est une décision administrative que je ne juge pas et que je n'étudie pas même parce que j'ai assez de boulot à étudier ce que fait l'administration française. Mais je suis persuadé que la connaissance de la culture allemande à Strasbourg, la mise à disposition, le franco-allemand à Strasbourg et en Alsace, c'est évidemment infiniment plus étendu que de savoir si nous avons une antenne, parce que c'était une antenne à Strasbourg, une antenne d'un bâtiment qui fait ce travail au nom de l'Auswärtiges Amt de Berlin. Donc voilà, c'est ça, mon communiqué, c'est ça, c'est de dire, je suis persuadé qu'il faut renforcer, je suis persuadé qu'il faut se battre pour que nous développions en particulier la langue de l'autre. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que je crois quand même que c'est fondamental. J'ouvre une parenthèse, c'est vous qui contrôlez le temps. Le multilinguisme, il est attaqué. Il est attaqué par des chars. C'est ça qui se passe en ce moment. On a une construction qu'on a essayé de faire où on dit dans un traité, alors que mon père, c'est un traité qu'on a signé, alors que mon père disait encore les Boches, alors que la Sarre était française, alors qu'à Landau, ce n'était pas l'Allemagne à cette époque-là. Il y avait des boulangers français qui venaient s'installer à Landau. Eh bien, à ce moment-là, on dit « mes enfants vont apprendre ta langue et tes enfants vont apprendre ma langue ». C'est à ce moment-là qu'on le dit. Et aujourd'hui, on est attaqué par un système qui dit « tu parles russe ? C'est moi le chef ». C'est une attaque. Et si on ne comprend pas ça, si on joue, comme je le dis souvent à mes amis profs d'allemand, si on joue par exemple, oui, il faudrait commencer par la deuxième langue. Non, il faut commencer par se battre et par dire c'est fondamental. C'est fondamental, c'est un humanisme, ça fait partie profondément de l'humanisme d'apprendre une langue étrangère compliquée, pas d'apprendre l'anglais de cuisine. Parce que ça fera bien sur mon CV. Non, il faut sortir de soi, il faut aller dans les étoiles, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est aller comprendre une langue où on met le verbe à la fin. Moi, je serais pour que le polonais soit obligatoire, ça serait encore mieux. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais
il faut apprendre des langues pour sortir de soi, pour aller se mettre en difficulté. Donc, il faut se battre aussi pour l'allemand première langue. Ma mère était agrégée d'anglais, elle a imposé l'allemand première langue à tous ses enfants, pour des raisons d'éducation. J'ai un collègue, un copain au Caire qui parle 36 langues, comme il y en a, et qui disait, on ne parle pas une langue étrangère, on l'habite. On l'habite. Mais est-ce que c'est pas paradoxal de faire se plaidoyer pour les langues et finalement de ne pas être si choqué en cette année de 60e anniversaire du traité de l'Élysée par la décision allemande de remettre en cause des instituts Goethe qui sont quand même aussi le moyen d'apprendre ces langues, en l'occurrence l'allemand. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de sensibilité à Berlin pour ce que signifie une telle décision du côté français? Ça pourrait d'ailleurs être l'inverse si des instituts français en Allemagne devaient être concernés. Les instituts français en Allemagne ont été concernés, c'est arrivé, et on a fait ce que je propose, c'est-à-dire que l'Institut français de Brême, que je connais très bien, c'est un institut français qui ne fait plus partie de l'ensemble des... Enfin, il a récupéré un demi-fonctionnaire cette année, mais il a tenu parce qu'il a travaillé avec l'université. Voilà, parce que c'était dans cette ville, c'était comme ça qu'il fallait faire. Même chose à Bonn. L'Institut français de Mannheim, pour ceux qui le connaissent, c'est autre chose. C'est autre chose. L'Institut français de Mannheim a continué à exister parce qu'il a choisi une stratégie interculturelle qui était celle qu'il fallait faire à Mannheim. C'est tout. Et nous trouverons, je suis persuadé que nous trouverons ce qu'il faut faire. Maintenant, sur la décision de l'Auswärtiges Amt, il faut être très précis. Je vous rappelle qu'il y a la France est le pays où il y a en Europe le plus grand nombre d'instituts Goethe et que ça fait partie, cette décision de fermer une antenne, je rappelle, une antenne qui était souvent pas très remplie. Oui, une antenne, et puis il y a Bordeaux. Mais il y a Bordeaux Lille et Bordeaux. Il est Bordeaux. Okay, mais je parle de Strasbourg que je connais mieux, bien sûr. Mais c'est aussi, donc on reste avec 5 instituts Goethe, et ils ont décidé de développer des instituts Goethe en contrepartie dans d'autres pays où c'est plus nécessaire. Je ne dis pas que c'est habile, je ne dis pas que c'est une décision que j'aurais prise, que j'aurais suivie. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas exécutif, ce qu'on me rappelle souvent. Donc moi, je me contente de regarder ce qui se passe. J'essaie de bien analyser ce qui se passe. Ce dont je suis persuadé et qui est mon boulot, ça c'est mon boulot, c'est de faire que nous allons reprendre autrement, en s'y mettant, en invitant les collectivités territoriales, comme on l'a fait à Mannheim. Il y a d'autres modèles que le modèle géré par Berlin pour avoir un institut là-bas. C'est tout ce que je dis. Évidemment que je le regrette, évidemment que c'était maladroit, c'est sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, il faut que je fasse mon boulot. Et mon boulot, c'est de mobiliser et de travailler à ce que des gens s'engagent et reprennent éventuellement les locaux, reprennent éventuellement les personnels qui sont là-bas, parce que c'est possible aussi. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais simplement, il faut le faire en multipliant les acteurs. En multipliant les acteurs, sans considérer que, puisque le ministère ne donne plus ses moyens, il faut qu'on rentre à la maison. Non. Donc les solutions innovantes que vous évoquez dans votre communiqué, avec une étude qui pourrait être menée par l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, ça serait d'aller un petit peu dans ce qu'on a pu faire en Allemagne pour l'Institut français, de créer des instituts franco-allemands à Bordeaux, Lille ou ailleurs, avec participation financière des collectivités locales? Je ne sais pas. Je pense que la route est par là. Je me mets à disposition. Je sais que le Deutsch-Französische Institut, qui a quand même une autorité dans la matière, s'il y a quelqu'un qui est notre grand-père à tous, société civile, c'est quand même Ludwigsburg, il est tout à fait d'accord avec moi. Il dit maintenant, au travail, voyons, je ne sais pas, il y aura peut-être des choses. Je vous ai dit, Mannheim, c'est pas comme à Brême. Donc Lille, ça sera peut-être pas comme à Bordeaux. Voilà, à Brême, il faut savoir comment ça se passe. À Brême, l'université de Brême a dit que toute la romanistique allait être faite par la foraine qui porte l'Institut français. Parce qu'elle a dit, c'est pas la peine qu'on en ait deux. Donc du coup, ça aide, c'est gagnant-gagnant. Mais ça ne pouvait pas se faire à Mannheim, ça ne pouvait pas se faire ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on va inventer. Je suis sûr qu'à Lille, par exemple, ça sera certainement quelque chose qui sera lié avec l'éducation populaire. Je pense que c'est là, il faut qu'on en profite, on l'a dit tout à l'heure, on a appelé ça
le classe, je ne sais plus comment ils ont appelé les jeunes, là, ils avaient un nom qui m'a... Le classisme, j'ai beaucoup aimé. Peut-être qu'à Lille, il va falloir qu'on travaille avec des populations qui sont aujourd'hui peut-être un peu plus éloignées et qu'on ramène ce que l'OFAGE appelle les JAM, Jameaux, merci. Peut-être que c'est ça qu'il faudra faire. Je ne sais pas aujourd'hui. Mon communiqué dit, je pense qu'il faut qu'on commence ce travail. Eh bien, dans mon travail, quand je commence, je ne sais pas ce que ça sera à la fin. Jonathan Spindler voulait réagir. Oui, merci. Je me permets aussi de mettre le chapeau au FORDFK parce que je suis aussi dans le CA de la FORDFK. Je pense que vous en avez entendu parler, je l'espère. La FORDFK avait démarré une action. On ne pensait pas que ce serait aussi grand et avec un tel succès. Et merci à tous ceux qui ont signé et qui continuent à signer et à rejoindre cette pétition. Et je pense que quand je parle avec mes collègues du CA, ce qui nous choque le plus, peut-être, c'est le manque de concertation. On n'est personne, bien sûr, pour juger la décision de l'Allemagne, notamment sur une question plus administrative ou financière. Par contre, il y a vraiment cette question peut-être unilatérale ou de manque de concertation. Et ce matin, je relisais encore les résolutions qu'on a préparées avec Génération Europe, on en parlera peut-être après. La phrase d'introduction que la Génération Europe a préparée pour cette année et qui sera présentée en décembre ou en janvier, et l'importance d'une action politique concertée entre la France et l'Allemagne. Et je crois que c'est ça peut-être qui, moi, personnellement, me dérange le plus. Joran nous disait hier, donc le président de la FORDFG, que la ville de Bordeaux a réagi en disant une possibilité, ce serait justement de voir avec la ville comment elle pourrait s'investir. Et là, je me dis, mais c'est dommage, parce que l'annonce a déjà été officialisée, tout le monde monte sur les barricades et ils ont bien raison. Mais en fait, on aurait peut-être pu se concerter au début, gagner du temps, éviter de toucher certaines sensibilités, de laisser la presse et les médias aussi mettre peut-être un petit peu d'huile sur le feu de temps en temps, en reprenant cette humeur un peu morose qu'on aimerait montrer entre Paris et Berlin. Et pour finir, quelque chose qui me travaille, c'est quand j'accompagne les porteurs de projets pour le Fonds citoyen franco-allemand, une des obligations pour déposer un projet au Fonds citoyen, c'est d'avoir un partenaire, soit français, soit allemand. Mais ça ne veut pas dire simplement mettre un nom dans une case. La première chose qu'on fait, nous, en tant que référents régionaux et référentes régionales, c'est de voir dans le programme, est-ce qu'il y a eu une concertation? Est-ce que c'est qu'un partir sur le papier ou est-ce que le projet a été vraiment monté de façon franco-allemande en concertation? Et si on demande ça à la société civile pour des petits financements de 5 000, 10 000, 20 000 euros, je pense qu'il faut aussi qu'on montre l'exemple au niveau national et régional. Et effectivement, les collectivités territoriales jouent un jeu. Hervé Moritz, peut-être une vision européenne, du mouvement européen en tout cas, sur cet aspect. Comment vous jugez cette décision? Quel rôle joue pour l'Europe et pour l'Europe des citoyens en termes de soft power ces centres culturels, Institut français, Institut Goethe, Institut Cervantes et tutti quanti, pour rapprocher les citoyens en Europe, pour faire que cette Europe ne soit pas uniquement celle des responsables politiques et des technocrates? Tout à fait. Je partage ce qui a été dit sur l'importance d'apprendre d'autres langues et de découvrir aussi donc d'autres cultures, puisque c'est le véhicule de culture que l'on découvre. Et on est très attaché, bien sûr, au mouvement européen, au multilinguisme, et que ce multilinguisme soit vraiment la langue de l'Europe. Est loin d'être et que ce soit pas un anglais globish comme on parle parfois à Bruxelles. Au-delà de ça, peut-être sur la réaction à la fermeture des instituts Goethe, je partage assez qu'en fait, symboliquement, c'est assez déplorable et que cette annonce soit faite sans aucune concertation ou sans avoir peut-être cherché les solutions en fait, qui permettent peut-être en effet de fermer ces instituts, mais de trouver une autre solution de poursuivre un certain nombre de leurs missions dans les territoires où ils sont implantés. C'est assez fâcheux. Maintenant, je partage l'idée qu'on puisse avancer sur ces instituts. Il existe différents modèles dans d'autres villes aussi et qui fonctionnent très bien. Moi, je connais bien un modèle qui est le modèle nantais, par exemple, qui a créé, il y a maintenant quelques années, un lieu qui s'appelle Europe à Nantes, qui réunit vraiment des associations locales, des acteurs locaux sur les questions européennes et aussi des associations de ressortissants bilatéraux. Et ils accueillent aussi en fait des instituts culturels. Donc c'est vraiment un lieu
C'est 1000 mètres carrés sur l'île de Nantes, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un quartier en plein développement, etc., qui mise beaucoup sur la culture aussi pour développer cet ancien quartier industriel. Et cet exemple d'Europe à Nantes est très intéressant parce qu'en fait, ça a vraiment réuni toutes ces associations, y compris ces instituts culturels ou ces associations bilatérales, par exemple franco-britanniques, franco-polonaises, etc., qui se sont installées dans ce lieu, qui proposent des cours de langue très divers, très multiples, qui servent de centre de ressources, etc. Ben voilà, par exemple, c'est un bon exemple de ce qui pourrait tout à fait être fait dans d'autres villes, par exemple à Strasbourg, à Lille ou Bordeaux, là où l'Institut Goethe est fermé. On n'est pas non plus à l'abri que d'autres instituts ferment, Institut Cervantes, Institut culturel italien, etc., parce que les administrations publiques font des économies. Et donc, on peut peut-être aller vers ces solutions aussi innovantes et qui d'ailleurs créent des synergies qui sont intéressantes. Enfin, créons ces synergies-là et ça servira à tout le monde. Merci bien. Alors, je voulais rester, on parlait vraiment de ce qui touche les gens, et évidemment, on a vu, Jonathan a rappelé la pétition qui a été lancée avec succès par le VODFG sur l'Europe des citoyens, dans quelle mesure on peut aussi les rapprocher et solutionner des problèmes concrets. Et les problèmes concrets, ils se posent pas seulement là, mais ils se posent aussi aux frontières. Catherine Greber, on va un petit peu parler un peu plus en détail de ce que vous faites, ou bien de ce que fait plus exactement le comité de coopération transfrontalière. Si on l'a créé, c'est qu'il était nécessaire, je suppose, et qu'il y avait des problèmes qui devaient être résolus, des problèmes pratiques qui concernent notamment la vie et la mobilité des travailleurs transfrontaliers, pas que eux, mais aussi. Et 3 ans après, grosso modo, qu'est-ce que vous avez pu faire avancer? Vous avez aussi le Covid que vous avez mentionné. On a vu là aussi des problèmes qui se posaient. Voilà, est-ce qu'on emmène un malade en phase critique de l'autre côté de la frontière où c'est tout près, ou bien est-ce qu'il aille, il reste dans son pays, mais on ne sait pas s'il arrivera vivant aux urgences. Alors, en quelques mots, peut-être le bilan pratique aussi de ce comité après environ 3 ans d'âge. Bon, je vais essayer de tirer un premier bilan, même si, enfin voilà, c'est certainement précoce, parce que comme j'ai dit, on s'est mis à travailler, on commence à exploiter quelque peu les pistes pour aboutir à des solutions et pour convaincre notamment le niveau politique d'agir et de se tenir à ces engagements qu'ils ont pris les deux côtés, le gouvernement français et allemand, dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Peut-être une petite parenthèse pour vous expliquer en quoi cette construction du CCT est inédite, parce qu'on est vraiment un comité multiniveau, c'est-à-dire la coprésidence est assurée par les deux ministères des Affaires étrangères. On a les deux SGCFA, les secrétaires généraux à la coopération franco-allemande, donc Anna Lurman et Laurence Boone, qui président le comité. D'où voilà, vraiment une impulsion qu'on espère voilà, que celle-là relate voilà, au niveau le plus élevé les problèmes. Parce qu'on a très souvent constaté qu'au transfrontalier, la capacité de résoudre les problèmes, donc les compétences, ne sont pas là où la situation se pose. Donc il y a un certain décalage qu'il s'agit de surmonter. C'est vraiment dans cette optique-là. Et on ne voulait surtout pas rajouter au millefeuille institutionnel, parce que vous pouvez très bien me dire, attendez, il y a déjà une multitude d'organismes transfrontaliers qui s'occupent de ça. À quoi bon encore un autre comité? Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est peut-être nécessaire. Voilà. Avec peut-être quelques exemples concrets de ce qui a pu être fait. Justement. Donc, pour tout ce qui est la langue, notamment, il y a 2 articles du traité d'Aix-la-Chapelle qui mentionnent ça. C'est l'article 10, où il s'agit vraiment de la langue de partenaire, mais il y a aussi l'article 15, dans le volet transfrontalier, parce qu'on a constaté que ça ne va pas de soi. Même quand on est proche de la frontière, qu'on a cet aspect de proximité, ça ne va pas de soi de s'intéresser à l'autre, d'aller vers l'autre. Donc là aussi, il faut encourager les jeunes, mais toutes les générations en fait, à le faire. Je voulais juste mentionner rapidement que nos lenders frontaliers, enfin 2 de nos lenders frontaliers, la Sarre et le Bade-Württemberg, ont des stratégies dédiées au multilinguisme.
au bilinguisme aussi, mais ça va en général pas de pair avec un oubli de l'anglais. Donc ça peut aller dans le sens d'un multilinguisme. Donc là, il est vraiment intéressant de voir ce qui se passe au niveau régional et d'apporter peut-être ces bonnes recettes. Et là, je reviens un peu à l'aspect laboratoire des bassins frontaliers, d'apporter ces bonnes recettes, de les importer ailleurs et de convaincre d'autres, de faire de même. Effectivement, pour un peu ajouter au bilan, on s'est beaucoup adressé ou attaqué aux questions de santé. C'était dû à la pandémie parce que là, il y avait un vrai besoin. Donc là, comme j'ai dit au début, ça nous a aidé et freiné en même temps, parce qu'on ne pouvait pas se réunir en présentiel, ce qui est quand même très important pour tisser les liens, pour se connaître, pour bien travailler ensemble, mais aider aussi parce que du coup, le comité n'a pas pu se cacher. Il fallait vraiment réagir et inventer des solutions. Et je crois quand même, pour revenir au bilan, que la règle des 24 heures qui a permis aux frontaliers de traverser les frontières sans obligation de tests supplémentaires, c'était dû aussi aux discussions qui ont été menées par le comité de coopération transfrontalière. Il y avait d'autres instances de dialogue, bien évidemment, donc je n'irai pas aussi loin de dire que c'est uniquement imputable au comité de coopération transfrontalière, mais c'est toujours une co-construction entre différentes institutions franco-allemandes qui doivent œuvrer ensemble. Et je pense notamment à l'APFA, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mais aussi au Fonds citoyen, voilà, donc pour vraiment concerter nos actions aussi. Et également pour ajouter au bilan, quelque chose qu'on a réussi à monter, puisque Pascal a évoqué aussi la question économique, c'est l'apprentissage transfrontalier. Là, un accord avec a un été accord signé. récent. C'est ça. L'accord a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères au mois de juillet dernier. Et là aussi, on avait précédé ça par un avis du CCT qui a préconisé justement une réinvention de ces programmes d'apprentissage transfrontalier qui, pour nous, sont un peu la clé de réussite pour des jeunes souhaitant s'engager dans un apprentissage. Parce que là, c'est vraiment une mobilité durable dans le sens où l'apprenti fait sa partie théorique de la formation dans son pays d'origine et la partie pratique dans l'autre pays du voisin, toute la partie pratique. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'innovant qu'il fallait absolument sauver parce qu'il y avait des... Et là aussi, ça venait du niveau régional. Il y avait de premières conventions, de premiers accords au niveau régional, mais après une réforme nationale française qui a mis en question tout le système financier voilà, de base, il fallait réagir et réinventer quelque chose. Et là, on a réussi. Et on va accompagner, en tant que CCT, la mise en œuvre de cet accord. Parce qu'effectivement, en allemand, on dit toujours « Papier ist geduldig ». Donc, voilà, si c'est écrit sur le papier, déjà, ça ne change pas beaucoup. Mais il faut faire vivre ces accords, ces contrats. Et donc, c'est pour ça qu'on s'engage. Donc ça, c'est peut-être un exemple concret voilà, de ce qu'on a réussi. Également, pour le domaine de la santé, là, c'est un peu plus dur voilà, à faire avancer les choses. Quand je parle d'accès aux soins voilà, transfrontaliers, mais il y a des idées d'un corridor voilà, de santé pour garantir aussi l'accès aux soins à des gens qui ne travaillent pas forcément dans le pays voisin. Donc là, il y a des pistes assez concrètes qui nécessiteront un peu plus de temps pour se réaliser, mais on est sur la bonne voie, je dirais. Et est-ce que l'idée qui était aussi dans l'air de casser en quelque sorte la frontière ou de l'ignorer pour oublier en quelque sorte le droit national qui s'applique de chaque côté de la frontière pour créer des solutions ad hoc, donc un espèce de monstre pour les juristes, quels qu'ils soient, de chaque côté du Rhin, est-ce que c'est quelque chose qui reste envisageable ? Ah oui, je dirais qu'il faut aussi se tenir à cet engagement-là, puisque c'est mentionné dans l'article 13, phrase 2 du traité d'Aix-la-Chapelle, ce pouvoir de dérogation qu'on est prêt à accorder aux instances régionales ou locales pour justement permettre des exemptions voilà, de la loi nationale ou peut-être d'autres dispositions législatives qui permettent d'avancer plus concrètement ensemble et d'innover.
enfin vraiment de trouver d'autres solutions que celles qui sont peut-être déjà connues. Et là, effectivement, la question qui se pose, et moi, on me pose très souvent la question, mais à quand la réalisation de cet article 13.2 du traité d'Aix-la-Chapelle? Moi, je dis, bon, bah, très bien. On a mentionné ça dans le traité, mais effectivement, on ne livre pas la recette avec. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment mettre en œuvre cette possibilité. Pour ça, il faut déjà du courage des hommes et femmes politiques, enfin, voilà, pour vraiment aller au-delà et inventer de nouveaux chemins. Donc là, on constate aussi certaines hésitations, des deux côtés d'ailleurs. Donc là, il n'y a aucune différence. Mais effectivement, dans la boîte à outils qu'on a, il nous manque peut-être encore la façon de procéder. Mais là, il y a une autre tentative. Et là, je reviens au niveau européen aussi, parce que la Commission va faire une nouvelle proposition de règlement, non, peut-être aussi de directive. Je ne suis pas sûre exactement, puisque ça va tomber le 13 décembre prochain, mais réagir à un rapport du député français, d'eurodéputé français Sandro Gozzi, qui s'est penché sur le CBM. Qu'est-ce que c'est le CBM? C'est le European Cross-Border Mechanism, donc un mécanisme qui doit permettre d'aller au-delà justement des dispositions législatives nationales, mais qui a été freiné dans l'année 2021, si je ne me trompe pas, au Conseil, parce que justement, il y avait des craintes de perte de souveraineté des États membres. Et donc là, on est peut-être près d'un nouveau consensus. Il y a un changement de gouvernement en Allemagne entre-temps, et ça nous permet de se positionner peut-être un peu plus en faveur d'un tel mécanisme. Et moi, j'espère vraiment que ça va nous donner la possibilité d'expérimenter vraiment. Voilà, c'est ça. Merci. Je reviens dans un instant avec Hervé Moritz sur le modèle que ça peut être, ce qui se fait avec ce comité au niveau européen, parce qu'il y a d'autres frontières. Frédéric Petit, pour parler du transfrontalier, c'est aussi un domaine qui agite la sphère politique en quelque sorte. J'ai pas précisé dans la présentation, Catherine vient de mentionner l'Assemblée parlementaire franco-allemande, également une récente institution entre les deux pays dont vous êtes membre, où les problèmes frontaliers ont aussi joué un rôle, notamment lorsqu'il y a eu ces fermetures qui ont été en partie traumatisantes durant la pandémie. Et dans quelle mesure, dans quelle mesure de telles solutions n'ont pas pu être évitées, dans quelle mesure, pour élargir un petit peu, il y a parfois eu des problèmes kafkaesques à résoudre, notamment pour les travailleurs frontaliers, des histoires d'imposition, de retraite, etc. On se demande comment est-il possible qu'en 2023, il faille encore s'atteler législativement ou politiquement à la résolution de tels problèmes qui devraient être si basiques. Oui, c'est pas basique. D'abord, non, je veux dire, heureusement qu'on a encore besoin un peu de politique avec un P majuscule. Je voudrais juste dire que pour l'Assemblée parlementaire franco-allemande, également, le Covid a été, de manière un peu contradictoire, un déclic important. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur deux choses, et je vais reprendre ma terminologie du début. Je crois que dans nos démocraties, il y a deux conflits importés. Il y a deux conflits importés. Le premier conflit, et je commence par ça, puisque après je finirai sur le thème de la frontière. Le premier conflit, c'est le conflit entre élitistes et pas élitistes. Je suis désolé, il faut arrêter avec ça. On a une ministre en France qui nous a dit qu'apprendre l'allemand, c'était élitiste, il y a une dizaine d'années. Il faut arrêter. En démocratie, il n'y a pas... On se bat depuis Marc Sangnier. Moi, je suis au mouvement démocrate. Vous avez dit que j'étais dans la même... Mais voilà, le père du mouvement démocrate et le père de notre famille politique, c'est Marc Sangnier qui a dit que la démocratie, c'est émanciper les gens et porter chaque citoyen au plus haut degré de conscience et de responsabilité. Voilà. Élitiste, pour moi, c'est un conflit importé. Et il est importé aujourd'hui et il est travaillé, ce conflit. On nous divise. On nous divise. C'est-à-dire qu'on dit à des gens qui ont l'impression de ne pas être élitistes, oui, c'est les élites les méchants. Voilà. Alors, qu'on soit maladroit, qu'il y ait des gens qui... Je suis d'accord, mais en démocratie, on se bat contre cette idée. Donc c'est un conflit importé, ça. Je suis désolé. Et le deuxième conflit importé, c'est la notion de frontière. Voilà. En démocratie, il y a des frontières. C'est pas le monde sans frontières, c'est comme le monde sans famille, c'est comme le monde sans rien.
Mais la frontière en démocratie, c'est une ligne claire. Ce n'est jamais une ligne rouge. Donc, c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut travailler politiquement. Et évidemment, notre ministre de l'Éducation, il est à Paris et il s'occupe à la fois du Pays Basque et de l'Alsace. Et le ministre de l'Éducation de l'autre côté, il est là. C'est le ministre de l'Éducation du Bade-Württemberg et de la Sarre. Donc évidemment, c'est difficile. Évidemment, c'est compliqué. Mais il ne s'agit pas de recréer des monstres. Il s'agit de dire comment je vis ça. Et c'est pour ça que la société civile est fondamentale. Et que la société, je dirais, j'aime beaucoup l'image qu'il y a au comité technique qui dit on n'essaie pas de recréer un millefeuille. On essaye justement de faire travailler le millefeuille ensemble. C'est-à-dire c'est une instance où justement nous avons réussi en la créant à ce que officiellement le ministre de l'Éducation d'un côté de la frontière puisse parler avec le ministre de l'Éducation de la frontière de l'autre côté, sans dire non, tu es un ministre de la région, donc il faut que tu ailles parler à la région. Non, si je vais parler à la région en France, je n'ai pas de ministre de l'Éducation en face de moi. Donc ça ne marchera pas. Voilà. L'autre jour, on a inauguré une crèche franco-allemande à Saarbrück. La CAF. Le gros problème, c'était la CAF. C'était la CAF. La CAF, la Caisse d'allocation familiale du côté français, parce qu'il fallait bien que les Français qui allaient mettre leur enfant à la crèche franco-allemande puissent justifier de la CAF. Mais vous imaginez les définitions de la CAF et les définitions du Land de Sarre. Ça a été le plus long à régler. Mais là, on fait du travail. Et c'est ça le tissage de notre Europe. C'est comme ça que ça passe. Sinon, l'autre modèle, c'est l'impérialisme. C'est l'impérialisme. On parle tous la même langue, on fait tous pareil, et c'est moi le chef. Et donc ça, évidemment, c'est compliqué. Évidemment, l'autre conflit importé quand je parle d'élite, c'est de dire, si la Auswärtige Amt retire 3 postes ou 2 postes ou je sais pas quoi, tant pis, c'est qu'on va tous mourir, on n'arrivera plus à parler allemand. Ça, c'est pas la démocratie, c'est pas la citoyenneté telle que on l'a construite en France et en Europe. Je vous rappelle quand même que c'est notre famille politique qui a imaginé ce truc-là, déjà à la fin de la Première Guerre mondiale et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour dire on s'y met, nous. On s'y met, nous. Et on n'attend pas que ça vienne d'ailleurs. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et pour finir sur ma circonscription, je rappelle que j'ai quelques régions transfrontalières passionnantes. Il y a la région de Frankfurt am Oder et Słubice qui est géniale. Ils sont des deux côtés de l'Elbe et ils gèrent la station d'épuration des eaux ensemble. Vous imaginez le casse-tête. Vous imaginez le casse-tête. Et puis à la région aussi qui est assez intéressante où on se bagarrait dans la rue il n'y a pas très longtemps à la frontière polono-tchèque. D'accord. Oui, puis alors, côté frontière, on pourrait évoquer les Balkans, mais c'est un autre sujet. Alors là, on n'est pas couché. Effectivement. Je voulais faire rebondir Hervé Moritz sur un petit peu le rôle que peut avoir un projet comme ce comité transfrontalier pour d'autres, il y en a beaucoup d'autres, comme on vient de l'entendre, pour d'autres frontières en Europe. Est-ce qu'il y a un role model en quelque sorte pour l'Europe? Est-ce que c'est bien fait ce qui s'est fait là? Est-ce que ça doit être reproduit? Peut-être pas exactement de la même façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois tout à fait que ce comité de coopération transfrontalière inspire déjà, pour le coup, a déjà été bien remarqué par les institutions européennes. C'est le cas bien sûr du rapport de Sandro Gozzi qu'on citait. Je crois que c'est ce type aussi de rapports qui font avancer un certain nombre de choses pour les territoires transfrontaliers partout en Europe, et c'est un enjeu aussi de travailler vraiment à créer un cadre européen qui permet de faciliter cette coopération transfrontalière partout et de pouvoir généraliser des bonnes pratiques qui se font maintenant à la frontière franco-allemande. Je pense que c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire donner du sens aussi à cette relation franco-allemande, et au-delà même des remontées qui sont faites par le comité de coopération transfrontalière à Paris ou à Berlin pour changer la législation, pour effacer ces irritants du quotidien sur lesquels vous travaillez, qui a vraiment le rôle de ce comité. Au-delà de ça, il faut les faire remonter aussi à Bruxelles, à Strasbourg, pour que les institutions européennes, la Commission, le Parlement,
puissent aussi travailler sur ces problématiques et puissent peut-être proposer au niveau européen des solutions qui permettent après de s'appliquer à tous. Et c'est aussi probablement un rôle de moteur que peut jouer ce comité de coopération transfrontalière, et je crois qu'il le joue déjà. Il est déjà bien sûr identifié par ces institutions européennes qui voient d'un bon œil ce leadership. J'ai une autre question sur les frontières, parce que là, on parle effectivement de choses positives. Dans une Europe où on essaye de surmonter les frontières, voilà, confère Schengen. Mais on voit aussi en même temps qu'il y a des dangers qui menacent un peu partout. On les a vus aussi entre la France et l'Allemagne, avec la fermeture des frontières lors du Covid. On voit là la réinstauration de contrôles stationnaires aux frontières de l'Allemagne et d'un certain nombre de ces pays riverains. On a la montée de populisme, de nationalisme en Europe, où les frontières pour les responsables de ces mouvements, évidemment, ont une importance essentielle. Est-ce que vous voyez beaucoup de dangers poindre à l'horizon, malgré les exemples positifs qu'on vient d'évoquer ? Oui, justement, je voulais poursuivre sur un autre exemple. Le mouvement européen, il a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Et parmi les premières mobilisations du mouvement européen, ça a été la question de l'abolition des frontières en Europe. Alors on peut, bien sûr, les frontières donnent un cadre, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend bien aux fonctionnaires français, mais le cadre que j'ai envie de donner à la démocratie, aujourd'hui, c'est l'Europe. Et cette question de l'abolition des frontières, elle est toujours d'actualité, et on l'a vu avec la crise du Covid. Moi-même, j'habite en Alsace, donc pour le coup, très sensible à la question de la frontière. Et à une frontière où, dans les années 50, les militants du mouvement européen prenaient d'assaut les postes frontières pour ouvrir la frontière et supprimer cette frontière qui a été le champ de bataille des conflits du un certain 19e et Helmut du Kohl l'a 20e fait siècle. aussi de l'autre côté de la frontière, puisque l'histoire veut qu'il ait arraché un poteau frontière dans sa prime jeunesse. Oui, exactement, probablement avec l'une des manifestations que nos militants organisaient à l'époque, ces jeunes militants. La question aujourd'hui, et elle se pose clairement sur la libre circulation en Europe, où on a vu qu'à l'approche d'un virus, qui d'ailleurs ne s'est pas du tout arrêté à la frontière, le premier réflexe des États, c'est de rétablir la frontière, comme si verrouiller une frontière allait résoudre le problème, un problème qui est commun et partagé. Et donc, contre ce réflexe des États, il y a aussi une question de droit. À un moment donné, nous sommes des citoyens européens. Et si cette citoyenneté européenne qui a été fondée dans les années 90 a une valeur, il faut qu'elle se concrétise par des droits concrets. Et pour moi, la libre circulation aujourd'hui doit devenir un véritable droit. C'est un droit fondamental des citoyens européens de pouvoir circuler dans le territoire auquel ils appartiennent en tant que citoyens européens. Et avec si on prend cette approche qui est une approche du droit des citoyens, un droit fondamental, on n'aurait pas eu ces fermetures de frontières. On aurait dû trouver d'autres solutions. Et je pense que c'est vrai pour plein d'autres problèmes. On ne peut pas, en fait, à chaque fois qu'il y a un problème, suspendre les accords de Schengen, rétablir la frontière, etc. Ça n'est pas possible. Et on ne peut pas non plus travailler toujours à essayer de faire des exceptions pour trouver des solutions sur tel ou tel sujet, etc. À un moment donné, il faut inverser le paradigme. Et le paradigme, l'inverser, c'est établir la libre circulation comme un droit fondamental des citoyens européens. Et on doit trouver d'autres solutions aux problèmes communs que la fermeture des frontières. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Merci. Je voulais donner la parole. Voilà, je ne sais pas si la réaction était sur le sujet, sinon je voulais passer un peu à Génération Europe et aux jeunes. Oui, Brièvement. Je réagis sur la frontière. Droit à la libre circulation, évidemment, pour moi, je voudrais bien ne pas être mal compris. Je n'ai pas dit que je voulais rétablir des murs. Je pense que on oublie que la frontière définit plus une responsabilité qu'un droit divin. Et je crois que c'est ça le conflit qu'on nous importe. Nous cherchons, nous, à ce que la frontière définisse une responsabilité. Et des frontières, il y en a en France. Je veux dire, on est dans une région, on n'est pas dans l'autre. Et chez moi, j'ai un voisin. Voilà, je ne suis pas obligé de mettre un mirador entre moi et mon voisin. Il y a même des voisins qui n'ont pas de barrière. Mais
je sais où je suis chez moi et je suis responsable jusqu'ici et je ne suis pas responsable à partir de là. Et c'est pas que de la philosophie, hein. On ne sauvera pas la planète si on n'a pas de frontières. On ne sauvera pas la planète si on n'a pas de frontières. Si on ne dit pas, bah nous, Européens, on va s'occuper de nos émissions, on ne peut pas encore s'occuper de la Chine et ce n'est pas notre affaire. Si jamais on n'a plus de frontières pour sauver la planète, on n'y arrivera jamais. Le Danube, c'est nous. La Volga, ça serait mieux qu'elle soit propre, mais c'est pas nous. Et si jamais on commence à dire messieurs les politiques, faites tout de suite partout, on n'y arrivera pas. Donc je crois que cette notion de frontière, évidemment, pour la circulation des personnes, non. Évidemment, ce n'est pas une ligne rouge. Évidemment, ça doit être transversé. De la même manière que je peux changer de commune. Je vous rappelle que changer de commune, il y a peu de siècles en Allemagne, c'était pas facile. Il y avait des frontières à l'intérieur. Hein, donc, oui, libre circulation des personnes, oui. Voilà. Après, responsabilité jusque-là, responsabilité environnementale, d'autres choses. Et c'est ça le travail qui est important, c'est ça le travail qu'il faut faire, en particulier pourquoi c'est compliqué et parce que les compétences ne sont pas pareilles. Si on veut travailler sur l'éducation, il faut garder la carte des frontières, encore une fois, parce qu'il n'y a pas les mêmes, c'est pas le même niveau de compétences de chaque côté. C'est pas le même niveau de compétences de chaque côté, donc sinon on prendra 2 siècles pour mettre quelque chose en place. Donc il faut apprendre à travailler par-dessus les frontières sans que ce soit des lignes rouges. Et dernier mot sur les frontières, il y a une chose qui est terrible pour les démocraties, c'est les zones grises. C'est-à-dire qu'en démocratie, une frontière, c'est une ligne claire, c'est une ligne claire. On sait où elle passe exactement. C'est pas une ligne rouge, mais c'est surtout pas une zone grise. La zone grise, c'est l'outil de l'impérialisme. C'est le Donbass, c'est le Bélarus. Voilà. Donc, on se bat pour qu'on ait des frontières claires, mais des frontières qui ne soient pas des murs. Merci. Alors, je reviens donc au levier du franco-allemand et un petit peu aussi, on a évoqué certaines nouvelles institutions qui ont été créées, le comité de coopération transfrontalière, brièvement l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Alors, un des derniers nouveaux-nés, c'est Génération Europe, lancé au début de l'année à l'occasion donc, du 60e anniversaire du traité de l'Élysée, lors de la rencontre franco-allemande à Paris, le 22 janvier. Génération Europe, c'est donc un groupe, je parle sous le contrôle de Jonathan, qui fait partie donc des 20 jeunes franco-allemands, enfin franco-allemands, il y a jeunes, 10 français, 10 allemands, 10 françaises et 10 allemandes, de moins de 35 ans. D'ailleurs, si certains remplissent ce critère, la procédure de sélection pour la promotion 2024 court jusqu'au 3 novembre, hein, c'est ça. Donc, si vous voulez plus de détails, après notre discussion, vous avez l'interlocuteur idéal. Donc on a créé ce groupe avec un peu le selfie de l'année, si on peut dire, avec Scholz, Macron, vous êtes à côté de Scholz, Hilar, ça n'arrive pas tous les jours, lors du lancement du projet. Est-ce que c'est un gadget marketing? Est-ce que c'est du jeunisme? Voilà, quand on n'a plus trop d'idées, dans le franco-allemand, je trouve que souvent, voilà, on demande à l'OFAGE de bricoler un truc avec des jeunes, ça fait bien, ça renouvelle un peu, surtout quand la commémoration, le chiffre avant le 0 commence à augmenter, ou bien ça va au-delà? Je pense que le selfie, ça reste du marketing, mais en soi, c'est un vrai concept. Alors déjà, pour revenir un petit peu à la genèse du projet, c'était un souhait des 2 gouvernements, dans le cadre des 60 ans du traité de l'Élysée, de lancer, et ça ne doit pas être un projet qui a lieu que cette année, c'est vraiment pensé pour plusieurs années, que chaque année, 10 jeunes, et alors là, c'est super intéressant parce qu'on a été recrutés comme jeunes français et allemands. Et la première chose qu'on a définie dans notre texte introductif pour nos résolutions, c'est non, nous sommes avant tout des jeunes européens et européennes de France et d'Allemagne. Parce que c'est ce qui est pour nous le plus important, on est là en tant qu'Européens et Européennes. Le but, c'est durant une année, donc on a commencé le 22 janvier dans ce cadre très symbolique et privilégié, on était très heureux d'être là bien sûr, mais on a aussi eu hâte de passer au boulot pour ainsi dire, de définir des thématiques qui pour nous semblent essentielles, ce que vous nommez les leviers de relance du franco-allemand, ce que nous on voit comme priorité absolue pour l'avenir du franco-allemand, mais aussi et bien sûr de l'Europe,
Et on s'est organisé en petits groupes de travail thématique. Et pendant 12 mois, on travaille sur ces résolutions qui seront présentées certainement le 22 janvier l'année prochaine. On croise les doigts. Sur quel dossier on peut les nommer? Bien sûr. Ouais. Alors, on a 5 groupes de travail. Le premier, c'est santé. Parce que bien sûr, c'est une priorité et pas que dans les zones transfrontalières, ça touche tout le monde. Ensuite, la lutte contre la crise climatique, thématique qui touche tout le monde et où la jeunesse est déjà très très engagée. Les politiques de mémoire, alors là c'est peut-être le point qui a étonné le plus, je crois, nos politiques, que les jeunes s'intéressent à ces thématiques, mais il y a un vrai enjeu derrière de comparaison entre les politiques de mémoire françaises, allemandes et surtout européennes. La souveraineté industrielle et énergétique, et enfin, c'est un petit peu ensemble, mais parce que c'est dépendant, culture, langue et égalité des chances. Parce que l'égalité des chances, c'est quelque chose qui nous réunit vraiment tous. Alors quasiment toutes les thématiques sont transversales, hein, mais on devait quand même rédiger des choses plus thématiques. Mais l'égalité des chances, je voulais y revenir parce que je suis d'accord avec Monsieur Petit sur le risque de polarisation autour du terme d'élitisme. Et c'est vrai, c'est dangereux et il faut qu'on en sorte. Mais je dois moi-même aussi, comme on dit en allemand, réfléchir, prendre un petit peu de la distance sur mon travail, mon engagement. Et je crois que si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai eu la chance d'apprendre très tôt l'allemand, parce que je viens d'Alsace, zone transfrontalière. J'avais une offre d'allemand dès l'école primaire. J'ai eu la chance ensuite de pouvoir étudier dans des cursus universitaires intégrés franco-allemands. C'est pas offert à tout le monde. Ensuite, j'ai eu la possibilité de m'offrir un ticket de train pour venir à Versailles pour 3 jours. J'ai eu la possibilité de me payer 3 nuits d'hôtel à Versailles. Je me vois quand même comme privilégié dans ce cadre-là. Je ne dis pas que tout le monde l'est, mais je pense que là, il y a un vrai travail quand même à faire. Et je ne veux vraiment pas rentrer dans la polarisation, mais de réfléchir voilà, comment on peut emmener plus de monde, comment on peut rendre ce franco-allemand accessible. L'OFAGE a justement des leviers pour cela. Le Fonds citoyen aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de la jeunesse, il faut que ce soit intergénérationnel. Mais là, on a encore beaucoup de travail pour que, c'est vraiment mon avis personnel, d'un concept très géopolitique du franco-allemand, on aille aussi vers un franco-allemand une réalité pour tous et pour toutes, qui passe notamment par les régions, j'en reviens bien sûr, mais qui est surtout une source de mobilité, c'est la thématique de ce séminaire, mais aussi d'intégration, d'inclusion. Et voilà, c'est extrêmement important pour moi. On a entendu ce matin que la Commission franco-allemande pour la jeunesse a proposé un atelier anti-discrimination hier avec 15 personnes. Il va falloir continuer à aller dans ce sens-là. Alors peut-être que beaucoup vont se dire « Oh, ils viennent de nouveau avec leurs idées et leurs doubles points et tout va être gender et inclusif ». Mais à un moment, il va falloir qu'on avance ensemble sur ces questions-là. Parce que si on veut toucher la jeunesse actuellement, les préoccupations de la jeunesse, ça en fait partie. Et c'est le but qu'on a avec Génération Europe. On a eu la chance, parmi, je crois, plus de 200 candidatures, d'avoir été choisis. C'est une grande responsabilité. Donc là, cette fois-ci, je ne veux pas le voir comme un privilège, mais une chance de pouvoir porter haut aussi la voix de la jeunesse. Et surtout de pouvoir passer le flambeau à Génération Europe 2024-2025, que ça ne s'arrête pas à une année, un joli selfie à l'Elysée, mais qu'on aille beaucoup plus loin et qu'il y ait un vrai travail. Et je remercie aussi vraiment les différentes forces politiques qui sont à l'écoute. On a eu différentes rencontres et à chaque fois, on a été vraiment bien reçus. Ils nous ont écoutés. Oui, ça aurait été, vous me glissez en quelque sorte la liaison vers ma prochaine question, c'était dans quelle mesure est-ce que vous êtes écouté, dans quelle mesure est-ce que voilà, vous vous rencontrez, c'est sympa, mais les politiques à la fin rangent vos propositions en quelque sorte au rayon des accessoires. Est-ce que vous avez l'impression, et c'est aussi un peu globalement pour les acteurs de la société civile ici représentés, est-ce qu'on nous écoute? Est-ce qu'on est important pour les politiques? Est-ce que ça joue un rôle ou ça a des limites? Dans le cadre de Génération Europe, je l'espère. Je le ressens dans tous les cas dans les rencontres qu'on a eues entre représentants politiques, notre génération, mais aussi des experts sur différentes thématiques qu'on a choisies. Maintenant, c'est toujours la question. Il y a eu beaucoup de dialogues citoyens, de parlement des jeunes, de simulations. Il y a eu le grand appel de la Commission européenne dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. À la fin, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'ils en font de ces résolutions? J'espère que Génération Europe, on en reparlera au mois de janvier et on se dira, ok, on a été pris au sérieux. En janvier, ça a commencé avec un feu d'artifice, l'Elysée, les 2 gouvernements, des photos, des échanges très passionnants. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ici la fin de l'année et comment vont être traitées ces résolutions. Donc j'ai espoir, on verra ce que l'avenir en fera. Vous les présenterez, ces résolutions, donc le 22 janvier. On peut en avoir 1 ou 2 phares en avant-première ou bien c'est top secret? Si j'ai le droit. J'ai demandé à l'OFAGE, c'est tout bon.
Non, j'en ai. Non, il faut faire attention. Alors, pour souveraineté industrielle, par exemple, ce qui est proposé, alors je suis pas dans ce groupe, mais je témoigne au nom des autres camarades, c'est des jumelages d'entreprises dans les secteurs stratégiques, avec cette idée de mobilité pour le personnel. Donc, pas obligatoirement et uniquement des cadres, mais également à tous les échelons de l'entreprise, de pouvoir passer un temps dans l'entreprise partenaire pour s'inspirer aussi de la méthode de travail, de la façon de penser. Pour le groupe santé, la création de cercles de discussion et de réseaux collaboratifs, ils ont déjà commencé. Il y a un projet pilote qui va être officialisé à la Charité à Berlin avec des chercheurs, mais pas que, français et allemands sur ces thématiques de santé. Mais aussi l'harmonisation des systèmes de facturation, des programmes de formation. Voilà, c'est déjà des thématiques très claires dans les bassins transfrontaliers, mais qu'on doit voir à une échelle beaucoup plus large. Pour le groupe de mémoire, on travaille beaucoup sur l'idée d'élargir le cadre des débats politiques aux histoires coloniales et post-coloniales. C'est vrai que souvent, quand on parle travail de mémoire, dans le franco-allemand, bien sûr, les trois guerres, mais c'est bien plus que ça. Et aussi comment le transmettre aux nouvelles générations, ce travail de mémoire. Pour la culture, il y avait l'idée d'une systématisation de la mobilité franco-allemande des spécialistes de l'éducation, donc pas seulement les enseignants, mais tous les personnes engagées dans l'éducation qui aient la possibilité de se rendre en France ou en Allemagne, même s'il n'y a peut-être pas la capacité linguistique à la base, mais aussi d'éveiller cette appétence pour la langue. La création d'une capitale de la culture franco-allemande tournante, de la même façon sur le modèle européen, que chaque année une autre ville puisse candidater, avoir peut-être un fonds spécifique à disposition et durant une année proposer des événements, des rencontres vraiment interdisciplinaires. Et enfin, pour le climat, le 5e groupe de travail, de construire un fonds multilatéral de l'engagement européen pour le climat, mais vraiment basé sur l'éducation, de faire une campagne à la sensibilité pour la sobriété. Mais c'est vraiment cette idée de pédagogie et de sensibilisation à ces thématiques-là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça sonne comme déjà assez riche et donc on attend avec impatience la présentation officielle des résolutions le 22 janvier prochain. Frédéric Petit. Je propose que la capitale de la culture franco-allemande soit la ville où on organise le congrès des FAFA. Bon. Il ne faut pas faire double emploi. Donc on se retrouve à Landau l'année prochaine. Catherine, oui, j'avais ma prochaine question était pour toi, mais vas-y. Non, j'anticipe avec la question. C'était aussi un petit peu, mais Frédéric Petit peut aussi y répondre. Dans quelle mesure on vient de parler de cette initiative Génération Europe avant d'avoir ces fonctions, je reviens au vous. Bon, bref, vous avez travaillé pour la chancellerie de la Sarre. Dans quelle mesure la société civile, les organisations, les pétitions qui sont faites, les propositions qui sont faites par des groupes de jeunes qu'on a rassemblés, dans quelle façon tout ça parvient à influer sur les décideurs politiques, ou dans quelle mesure finalement, à la fin, tout ça se passe dans les commissions parlementaires et on oublie un petit peu rapidement ce que les jeunes ont proposé. Bon, déjà qu'avec le CCT, on ne représente pas vraiment la société civile, strictement dit, parce que c'était vraiment visé comme être un comité institutionnel. Donc il y a des représentants politiques, ça déjà, il convient de préciser de prime abord. Mais comme on a aussi des députés des 2 parlements nationaux qui siègent en notre sein, et il y a aussi les autorités régionales compétentes qui peuvent nous faire remonter des sujets. Donc effectivement, on n'est pas, on écoute ce que dit la société civile parce que ça peut se faire remonter par nos membres. Donc nous, on fonctionne essentiellement par des propositions de nos membres, donc de l'engagement de nos membres qui souhaitent aborder telle ou telle thématique. Donc c'est un choix qui peut être opéré. Et nous, on a au CCT un peu le même défi qu'à tout le monde, c'est-à-dire d'être entendu par le niveau supérieur. Et supérieur, je veux dire le niveau exécutif le plus élevé possible. En France, c'est quand même l'Élysée et en Allemagne, la chancellerie. Parce que là, on a les 2 ministères des Affaires étrangères, mais eux, tout seuls,
ça ne marchera pas. Donc il faut, c'est ce qu'on a constaté, pour qu'une délibération qu'on ait faite au sein du CCT se réalise, que c'est un peu le niveau supérieur qui se saisisse et qui demande des résultats. Et là, je pense notamment à une échéance l'année prochaine, le 5e anniversaire du traité d'Aix-la-Chapelle aussi, qui sera l'occasion de demander des résultats, de tirer un bilan et de poser des questions. Donc j'espère que cette occasion, effectivement, va nous permettre de mettre un coup de projecteur sur ce qu'on a pu discuter ces dernières années avec Génération Europe, mais aussi au sein du CCT, dans d'autres instances, dans l'APFA, et que ça soit vraiment mis en œuvre. Parce que c'est quand même crucial de sortir du tiroir en un certain sens, parce qu'effectivement, c'est bien, on a ces délibérations, on a des propositions, mais il faut les réaliser, les concrétiser à un moment précis, parce que sinon on va être complètement incrédible et ça... C'est pas la raison d'être, c'est pas ça pourquoi on est là. On nous demande très souvent la plus-value, la valeur ajoutée du CCT, donc il faut se justifier. Et je rappelle aussi, soit dit en passant, que même dans l'article 25 du traité d'Aix-la-Chapelle, vous avez une disposition qui justement introduit cet élément d'évaluation, des institutions franco-allemandes. Donc c'est-à-dire que le franco-allemand ne doit jamais être une fin en soi, donc que ça fasse plaisir, on est bien d'accord, mais il faut aboutir à des résultats concrets pour se mesurer, pour vraiment aboutir à quelque chose. Et ça, c'est un peu notre défi commun qu'on a tout le monde. Et donc, je le dis encore une fois, il faut œuvrer ensemble et aligner nos forces, si j'ose dire, pour nous soutenir mutuellement dans cette démarche. D'accord. J'ai une question parlementaire, puisque Oui, justement bien Frédéric sûr. Petit allait justement prendre Oui, le bien micro. sûr. On a évoqué pendant 2 jours la richesse de cette société civile franco-allemande, parfois avec des problèmes de visibilité, parce que des problèmes de coordination, problèmes de marketing, de présence peut-être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bref, dans quelle mesure est-ce qu'elle peut, ou est-ce que déjà elle joue un rôle, elle peut influer au niveau législatif lorsque bien sûr des dossiers bilatéraux sont concernés? Ça concerne les travaux de l'Assemblée nationale, mais aussi peut-être les délibérations de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Oui, je vais être... Il y a du débat. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'expression que le franco-allemand n'est pas une fin en soi. Je ne vais pas revenir, mais je crois que ce que nous portons dans le franco-allemand est quand même quelque chose d'extrêmement original. On a parlé de mémoire, par exemple. Dans nos démocraties, l'histoire, c'est pas une arme. L'histoire, c'est un débat. L'histoire, c'est un débat. Voilà. Et donc, je crois que ce que nous portons en franco-allemand, c'est quelque chose de très particulier et qui pourrait être parfois au moins une étape en soi. Peut-être pas une fin, mais une étape en soi qu'on pourrait revendiquer comme ça. Après, bon, quand on me dit que les idées de la société civile restent dans un tiroir et que tout se décide dans les commissions parlementaires. C'était une question. Oui, mais je veux dire, la commission parlementaire, c'est bien un endroit où on fait ce travail. D'abord, le Parlement, c'est pas que législatif. Hein. C'est une erreur de croire ça. Nous avons 3 rôles. C'est le législatif, le contrôle du gouvernement. Et bien des choses qui se passent qui ne marchent pas bien, etc., c'est pas des lois. On fait trop de lois. Hein. Mais c'est bien du contrôle. Par exemple, il y a un député en ce moment qui tanne, j'utilise cette expression, qui tanne les 2 ministres de chaque côté du Rhin, parce qu'il se trouve qu'il est à l'Assemblée nationale, mais qu'il est aussi à la PFA, pour leur dire: messieurs les ministres de madame et monsieur le ministre de l'Éducation, vous avez signé il y a moins d'un an, non, il y a 1 an maintenant, un accord pour redévelopper la langue du partenaire. Qu'est-ce qui fait que cet accord est spécifique par rapport aux autres langues? Et pardon, ici on a évoqué lors d'un atelier, certaines se sont posé la question, plus certains, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Mais voilà. On s'interroge. Et puis, ce n'est pas uniquement ce qui s'est passé depuis, donc que l'administration soit lente, moi ça me va, je veux dire, j'ai compris. Mais la question qui est posée, c'est que si on veut renforcer la langue du partenaire et que immédiatement
on a le syndicat des profs d'anglais, le syndicat des profs d'espagnol qui dit nous aussi, nous aussi, nous aussi, on ne renforce pas la langue du partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je ne dis pas qu'il faut saquer les profs d'anglais ou les profs d'espagnol, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites de chaque côté du Rhin pour que cet accord ait un sens? Puisque si cet accord a un sens, c'est que la courbe qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui apprennent l'allemand en première langue et en deuxième langue, remonte. Donc comment on fait? Ce n'est pas uniquement en faisant des mesures habituelles, etc. C'est qu'il faut qu'on ait des mesures qui tranchent, des mesures où, oui, l'allemand en France va avoir quelque chose qui est un peu spécifique par rapport aux autres langues. C'est la question que je pose. Et c'est mon rôle de poser ces questions. C'est mon rôle. Ce n'est pas uniquement de faire des lois. Et je peux prendre toutes les lois que je veux pour dire je vais passer par la loi le fait que l'allemand machin. D'abord, je risque d'être anticonstitutionnel. Et ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est du travail quotidien qui est fait et qui est sous influence de ce qu'ils font, de ce que fait le CCT, de ce que vous faites vous, etc. Mais évidemment, ces influences sont contradictoires. Donc, on ne peut pas au Parlement être la somme de ce que veulent toutes les sociétés civiles. D'abord, on a des gens, même entre vous, qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent blanc, il y en a qui disent noir. J'aime beaucoup cette petite histoire, qui était une vieille histoire de mon enfance. L'enfant que sa maman entend discrètement un mois avant Noël, tous les soirs, dire « Petit Jésus, je veux un vélo à Noël ». Et la maman n'a pas de sous. Voilà. Donc à Noël, il a une orange. Voilà. Et dans les jours après, la maman lui demande alors, t'es pas trop triste que le. Ben pourquoi? Ben moi j'ai entendu, je sais que t'es pas trop triste que le petit Jésus t'ait pas écouté. Et il répond, mais enfin maman, il m'a écouté. Il m'a dit non. Merci. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je voulais aussi donner la parole au public. Je voulais quand même peut-être qu'on puisse dire un mot avant peut-être des relations, mais c'est aussi un débat qui pourrait de nouveau durer 1h30 au moins sur l'état des relations politiques bilatérales franco-allemandes actuellement. On a évoqué des dossiers qui posent problème ou d'autres où on avance, et puis peut-être un peu les perspectives au niveau de l'Europe. Alors bon, là c'est un programme un peu ambitieux en un quart d'heure. Voilà. Sur les relations, j'essaie peut-être de contourner la difficulté. Sur les relations bilatérales, parce que beaucoup de choses ont été dites sur voilà, tous les différends qui ont pu s'accumuler au plus tard depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, le fait qu'on se focalise peut-être trop, pour changer un petit peu et pas se répéter les choses qui ont déjà été dites souvent, qu'on se focalise peut-être trop lorsqu'on parle du franco-allemand sur ce qui se passe au niveau politique, en négligeant le reste de la relation, et notamment voilà, tout ce qui se passe entre les ONG, les organisations, les villes, la société civile en général, et donc on peut avoir aussi une distorsion de la perception. C'est peut-être aussi une critique indirecte au rôle que peuvent jouer les médias. Je ne sais pas qui veut réagir. Bon, hop. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais là, vous me provoquez, mais je vais être très direct. On a parlé de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Nous avons monté à l'Assemblée parlementaire franco-allemande un groupe de travail qui s'appelle Souveraineté énergétique franco-allemande. Voilà, donc il y a 6 députés allemands d'un côté, 6 députés français de l'autre. On représente toutes les fractions et voilà, j'ai de la France insoumise, des écolos français, des écolos allemands, etc. Je suis coordonnateur de ce groupe avec Andreas Jung. On se voit plus d'une fois par mois depuis le 22 janvier. Et on bosse. Et c'est de la politique, c'est pas de la société civile, mais on travaille et on avance et on s'écoute et on entend des choses que certains ne savaient pas qu'ils pouvaient entendre. Donc, ça m'est arrivé de le dire, je crois que je l'ai dit à Leipzig il n'y a pas longtemps, je vais me répéter, tout va bien, on s'engueule. Bon, le compromis trouvé sur la réforme du marché de l'électricité, il est bon? Il est bon pour qui? Il est bon pour toute l'Europe? Oui, bien sûr. Chacun souvent essaye de dire, compter les points, c'est meilleur pour l'Allemagne, c'est meilleur pour la France. Il y a un moment, il faut travailler. Je dis aussi souvent que le citoyen du 21e siècle, il a plus de devoirs à la maison à faire que le citoyen du 19e siècle. Okay, il faut, voilà, évidemment que le marché était à rénover. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, mais voilà, évidemment, il y avait une partie
du nucléaire français qui doit être pris en charge. Maintenant, les Allemands ont compris qu'il était utile, le nucléaire français, et qu'il devait être pris en charge parce que c'est quand même ça qui équilibre les réseaux mal foutus en Allemagne, parce qu'il faut savoir quand même que refaire les réseaux électriques en Allemagne, c'est pas un problème allemand, hein. C'est un problème européen, hein. Comme les voies ferrées. Voilà, et évidemment, quand je dis ça à un gars du FDP, il se gratte la tête, parce qu'il se dit, mais c'est l'Europe qui doit investir en Allemagne pour qu'on rattrape notre retard. Ben oui, parce que si un jour je veux aller, moi, de Paris à Varsovie dans un train qui marche, il faudra bien qu'il y ait un certain nombre d'investissements qui ne concernent pas que l'Allemagne. Et pour l'électricité, c'est encore pire. Et donc ça, c'est des choses qui commencent à être travaillées, mais la question, c'est une question voilà, il faut que la société monte, il faut que la société civile comprenne. Par exemple, quelque chose dont on a parlé dans ce groupe récemment, c'est l'importance que les sociétés civiles territoriales comprennent la nécessité pour l'environnement, y compris pour y compris pour leur équilibre énergétique local, l'importance des grandes lignes. Et que c'est absurde de dire je veux participer à la transition énergétique en organisant chez moi, dans ma ville, l'alimentation locale, enfin un réseau local, et en même temps de s'opposer au passage d'une grande ligne qui fera Hambourg-Munich. Hein, en disant, mais non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Ben si, pour que tu puisses faire ton réseau local et qu'il soit équilibré, qu'il ne soit pas en panne toutes les heures, il faut aussi qu'il y ait un équilibrage européen. Donc ça, c'est comme quelqu'un qui dirait il ne faut pas faire la nationale parce que j'ai besoin de repaver mon centre-ville. Donc ça, c'est des choses qui commencent à monter et qui montent grâce à ces instances multiples. Ça ne va pas vite, mais on avance. Merci. Jonathan ? Oui, je veux bien répondre aussi sur la question du rôle des médias dans cette humeur franco-allemande. Effectivement, moi, en tant que petit acteur régional, local, c'est parfois des choses qui me dépassent. En quoi M. Macron qui croque dans un brötchen au poisson est plus intéressant que le congrès de la FAFA ou de la VDFG, où il y avait vraiment des grands échanges d'idées, des plans, des mises en réseau. Et, on aurait dû avoir sur le buffet des Fischbrötchen, je pense. Ça a peut-être fait le lien. Non, mais ça fait 5 ans que je travaille maintenant pour le Land de Rhénanie-Palatinat. Ça fait 5 ans que je me bats pour avoir peut-être une petite interview sur un projet, une mise en lumière par les médias. Il m'a suffi d'un selfie avec Macron et Scholz à l'Elysée pour avoir plusieurs demandes. Et c'est là que je me demande voilà, comment on peut faire. Et je serais vraiment très heureux si on avait des médias qui s'intéressaient à ces initiatives régionales et transfrontalières. Merci. Oui, pardon, Catherine Douane. Oui, malheureusement, je dois vous quitter un peu en amont pour avoir mon train pour Strasbourg tout à l'heure. Mais je voulais juste dire peut-être comme dernier mot de ma part qu'effectivement, les médias surtout, et je rejoins Jonathan sur ce qu'il a dit là-dessus, ont tendance à privilégier un peu les moments faibles du franco-allemand parce qu'effectivement, ça se vend peut-être mieux, mais dans les coulisses, soyez assurés qu'on œuvre quand même, qu'il y a de bons liens entre les fonctionnaires, mais entre la société civile aussi. Et vous en êtes le meilleur exemple, je pense. Donc merci pour tout ce que vous faites et n'hésitez pas à relayer nos thématiques vers nous, les institutions franco-allemandes qui peuvent vous aider à les réaliser. Donc sur ce, je dois vous quitter. Je suis vraiment désolée, mais merci encore pour l'invitation et pour cette occasion de vous présenter en quelques lignes ce qu'on fait avec le CCT. Merci encore. Merci Catherine. Merci beaucoup pour ces mots. Nous, on a encore un petit peu de temps. Dans un instant, avec vos questions, je l'espère. Une dernière question sur le plateau à Hervé Moritz, un petit peu pour évoquer j'allais dire la dernière ligne droite, en tout cas la perspective des européennes de l'année prochaine. On sait, là, on enfonce une porte ouverte que, voilà, sans proposition, sans accord, sans initiative franco-allemande, les choses n'avancent pas forcément en Europe. Est-ce que vous désespérez depuis quelques mois? Est-ce que vous retrouvez l'espoir? Il y a eu des propositions déposées, pas par les deux gouvernements, mais par un comité de travail qui a été mis en place pour faire avancer l'Europe. Est-ce que, voilà, comment vous voyez les choses en ce qui concerne le franco-allemand?
peut-être un petit peu en général. On a eu voilà, les élections en Pologne, d'autres en Slovaquie qui allaient dans une autre direction. Comment abordez-vous ces, combien il nous reste, 8 mois à peu près à venir? Oui, tout à fait. Sur cette perspective des élections européennes, je pense que justement, ça donne une perspective qui peut être aussi réjouissante si voilà, les citoyens se mobilisent et puis qui peut aussi peut-être solutionner un certain nombre de difficultés que rencontrent les gouvernements franco-allemands. Moi, je ne suis pas forcément pour effacer les difficultés actuelles. Je crois que des gouvernements, c'est aussi voilà, des dirigeants politiques qui peuvent avoir des divergences de vues et d'opinions et ça n'altère en rien le lien particulier entre la France et l'Allemagne, entre les citoyens français et allemands, les fonctionnaires, la société civile, les parlementaires, qui continuent tout à fait à coopérer, à travailler ensemble, quelles que soient les relations entre deux gouvernements franco-allemands. Donc je suis assez d'accord sur le fait qu'on met peut-être trop la focale sur les gouvernements, alors qu'en vrai, tout un tas d'autres acteurs travaillent pour renforcer ces liens. Et simplement, en effet, pour peut-être décentrer le regard, peut-être que l'une des solutions à la situation actuelle, qui est quand même, on est quand même dans une coopération entre les gouvernements franco-allemands qui est quand même, qui est une relation en tout cas qui est au point mort, on peut dire quand même, et qui est difficile aujourd'hui. Peut-être simplement pour solutionner ça, justement, faisons un pas de côté. Et déjà, on a eu des élections en Pologne, qui pour moi offre peut-être une perspective d'ailleurs de raviver une coopération, celle du triangle de Weimar, qui a été mise de côté depuis plusieurs années maintenant en raison de l'ancien gouvernement polonais. Donc on espère que voilà, un nouveau gouvernement polonais va se mettre en place. C'est peut-être une perspective de discuter à trois. Et décentrer le regard, ça peut aussi contribuer à faire en sorte que que les gouvernements franco-allemands trouvent peut-être d'autres terrains d'entente et d'autres stratégies. Donc peut-être que ça peut aussi apporter quelques solutions à cette relation aujourd'hui difficile. Et puis, il y a les élections européennes. L'année prochaine, le 9 juin, c'est un grand rendez-vous pour les Européens, un grand rendez-vous électoral pour renouveler le Parlement européen, qui va aussi renouveler par la suite la Commission avec un nouveau mandat de 5 ans, des défis qui attendent tous les Européens. Et c'est aussi peut-être une façon de résoudre un certain nombre de problèmes. Quand le gouvernement de la France et de l'Allemagne ont du mal à s'entendre, les parlementaires élus en France ou élus en Allemagne qui siègent au Parlement européen, eux, parviennent à des accords avec leurs collègues d'autres pays européens. Et donc, essayons de s'inspirer aussi de cette démocratie qui est transnationale et qui s'exprime à travers le Parlement européen, qui s'exprime aussi à travers la coopération entre les parlements nationaux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et ça nous aide, en fait, c'est cette coopération parlementaire dans laquelle je crois aussi, qui permet de dépasser en fait un certain nombre de clivages qui sont parfois posés par des gouvernements. Donc justement, profitez de ces élections européennes aussi pour trouver ces solutions et trouver ces solutions en européen et pas seulement dans le franco-allemand. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, voilà, quand le moteur franco-allemand fonctionne, bien sûr, ça fait avancer l'Europe. Mais je crois que si ce moteur-là, il est en panne, on peut peut-être aussi trouver d'autres solutions, aller voir ailleurs, et c'est pas l'unique moteur de l'Europe, et encore heureux, parce que sinon on serait bien morose. Donc essayons d'aller trouver d'autres solutions, essayons de décentrer le regard, et je suis sûr que ça fera avancer l'Europe également. Merci à vous. Alors, voilà, vous pouvez... N'hésitez pas à applaudir. Il nous reste quelques petites minutes où on peut encore prendre quelques questions, s'il y en a. On peut aussi faire circuler un micro. On a notre délégué au micro qui s'approche. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà tel ou tel... Oui, voilà. Bonjour, je m'appelle Günther Lachner, je suis consultant en coopération internationale et facilitateur en entreprise. Je suis autrichien, je vis en France depuis 35 ans. J'ai beaucoup aimé apprendre de Jonathan qu'il y a des échanges entre les entreprises bilatérales. Et j'ai aussi apprécié la remarque de M. Petit qui disait que la politique ne peut pas faire tout seul. Je fais un appel aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, de prendre leurs responsabilités sociétales, d'étendre au-delà de leur besoin de vivre, faire gagner de l'argent
à son entreprise d'ajouter ce volet parce que c'est un énorme motivateur aussi pour les employés, de contribuer à aller voir au-delà et de découvrir qu'il y a des sources de motivation énormes. Merci. Je propose peut-être, Oui. avant, on peut peut-être prendre 2-3 réactions, puisqu'on a vraiment très peu de temps, si on respecte le planning, prendre 2-3 remarques ou questions, et après, vous pouvez ici réagir sur le plateau, madame, oui. Bonjour, Annick Libéral, retraitée, mais active, et toujours active. Alors, Maison de l'Europe dans l'Eure, en Normandie. Et puis, j'ai fini ma carrière à Buc en tant que proviseur. Donc, le franco-allemand, c'est un peu une passion, je dirais. Je m'adresse à vous, Monsieur Petit, parce que, à vous entendre, et j'en suis ravie, de ce que vous avez annoncé ce matin, vous me réconciliez un peu avec les politiques, première chose. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est que toutes ces structures, toutes ces instances franco-allemandes qui agissent in situ, enfin, dans leur structure même, qui organisent, qui font des propositions, et chacun dans leurs compétences. Que pensez-vous, avant que ça n'arrive aux politiques et aux parlementaires, dont on sait que, évidemment, c'est toujours très controversé en fonction des propositions et de l'étiquette qu'on a au front, enfin, je veux dire, étiquette politique. Je trouve que toutes ces structures franco-allemandes, qui sont nombreuses et qui aussi sont des modèles pour les autres. J'entends par exemple... Peut-être vous pouvez formuler une rapide question pour qu'on puisse utiliser le temps qu'il nous reste. Oui. Alors, je reprends toutes ces structures franco-allemandes, et là, on en a quelques-unes, mais il y en a aussi plein d'autres, et l'association des professeurs. Que pensez-vous d'un chapeau avant le Parlement franco-allemand qui réunirait tous les responsables de ces associations franco-allemandes, avec bien sûr des projets à l'appui, pour que, avant que ça n'arrive au Parlement, voilà. Évidemment, on est très nombreux, chacun agissant dans son quant à soi, au sein de sa structure, mais réunir tous ces projets et avoir un interlocuteur qui serait ensuite le vôtre au Parlement. On laisse Frédéric Petit peut-être répondre, puisqu'il est directement interpellé. Oui. D'abord, j'aime bien l'idée de l'étiquette sur le front. D'abord, j'ai qu'une étiquette ici, c'est démocrate. Voilà, c'est la seule que j'ai. Et je vous rappelle que jusqu'à il y a 7 ans, j'avais un vrai travail, comme je dis des fois. Je ne crois pas. Je crois que je comprends très bien ce que vous exprimez. Je crois que ce que vous questionnez, excusez-moi, je vais être cash, on est enregistré, mais c'est la manière de travailler d'une partie de mes collègues. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que pour moi, le Parlement, il doit faire ce job. Le chapeau, c'est le Parlement. Peut-être le CESE aussi, le Conseil économique, social et environnemental. Mais une nouvelle structure, non. Ni en France, ni en Europe. En franco-allemand, on a comblé un vide qui existait, je crois, avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Mais à partir de ça, il faut après qu'on bosse. Il faut faire le travail. Il ne faut pas crier dans la rue. On ne fera pas des lois dans la rue. Voilà. Donc, vous questionnez quelque chose qui est profondément exact. Je crois qu'il faut redonner vie. Il faut redonner vie à ces instances-là. À ces instances-là. Moi, je suis très fier chez nous, on a la plus jeune députée de France, qui est alsacienne d'ailleurs. Bon, ça fait du bien. Hein. Voilà, c'est un petit rayon de soleil, c'est pas beaucoup, mais oui, le chapeau, c'est le Parlement en démocratie. C'est le Parlement en démocratie. Pour répondre à votre remarque, je vous invite à regarder quelque chose qu'on a fait, dont je suis très fier, dont on a très peu parlé, parce qu'on a dit que la loi Pacte, c'était la loi pour privatiser l'aéroport de Paris, ce qui était exactement le contraire, puisqu'en fait on nationalisait l'aéroport de Paris. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon je serais mal compris. Mais dans la loi Pacte, nous avons créé en France, et nous sommes le premier pays à le faire, nous avons créé la société à mission. C'est-à-dire que
Et ça marche. Aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser le 1 million de salariés de sociétés à mission en France. Qu'est-ce que ça veut dire, société à mission? Ça veut dire que cet enthousiasme sociétal de l'entreprise, c'est plus du mécénat, c'est plus de la pub, c'est plus que je suis un patron sympa. Je le mets dans mes statuts. J'ai un commissaire aux comptes et j'ai un commissaire à la mission. Et ça, renseignez-vous autour de vous parce qu'il commence à en avoir pas mal, je crois qu'il y en a 200 000. Ça change. Ça change. Parce que je mets dans ma raison de vivre, dans ma raison d'être, une personne morale, comme je dis souvent en blaguant, les personnes morales peuvent être morales. Jonathan Spindler voulait également réagir. Oui, moi j'ai compris votre question un peu dans le sens quel serait le toit pour les différentes initiatives citoyennes, exactement les associations franco-allemandes, les profs, etc. On l'a déjà, c'est la FAO-DFG, c'est la FAF. Oui, mais je me permets de vous répondre quand même. La FAO-DFG, j'entends bien. La FAO-DFG et la FAFA, c'est justement ça. C'est pas seulement d'organiser un beau congrès, c'est justement de permettre d'avoir un toit pour toutes ces associations, de porter la voix auprès des interlocuteurs politiques, des élus. C'est ce qu'ils font avec cette pétition. Et je vous invite vraiment à faire de la pub autour de vous, parce que s'il y a quelqu'un vraiment qui peut nous représenter aussi dans les différents conseils d'orientation, que ce soit au Fonds citoyen à l'OFAGE, c'est bien la FAO-DFG et la FAFA qui y sont. Et je vais rajouter un terme, madame. Je vais rajouter un terme parce que je comprends très bien ce que vous dites et je vais vous le prouver. On a dit, un grand monsieur de mon parti politique a dit un jour, le jour où il n'y a plus de désaccord, il n'y a plus de démocratie. Donc effectivement, il faut qu'on s'engueule. Effectivement, on n'est pas d'accord. Effectivement, il faut coordonner. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin, dans une démocratie vivante, il faut reprendre en main les outils de cette démocratie. C'est le Parlement qui, appuyé sur des instances qui existent, des instances qui viennent du terrain, qui sont ça. Donc oui, il faudrait qu'on soit 2 fois plus, peut-être. Et il faudrait qu'on s'engueule beaucoup ici. Il faudrait qu'on ne soit pas d'accord. C'est quand on n'est pas d'accord qu'on fait vivre la démocratie. Vous savez, il y a des gens qui disent, on parle de la biodiversité qui est utile à la planète. Eh bien moi, je rajoute toujours, la linguodiversité, c'est utile à l'humanité. Et l'opiniodiversité, c'est utile à la démocratie. Merci Frédéric Petit. Pour ces mots de conclusion, on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Merci à vous, merci à Catherine Greber qui nous a déjà quittés, merci à Jonathan Spindler et à Hervé Moritz pour cette discussion, je crois, très riche. On entend déjà les musiciens qui répètent les hymnes, donc il est temps de bientôt faire place nette sur la scène. Et je cède la parole à nos 2 présidents, ou nouveaux, enfin en tout cas, ou responsables du futur congrès peut-être. Je ne sais pas qui prend la parole.